29 mai 1990. Toronto Skydome, Canada. Portrait de la rockstar en People. Madonna s'apprêtait à donner le dernier de ses 3 concerts programmés au Skydome de Toronto. Comme à chaque étape de sa tournée mondiale Blonde Ambition, 20 000 billets avaient été vendus. Madonna retrouvait son domaine de prédilection après une nouvelle tentative de s'imposer en actrice de premier plan dans Shanghai Surprise, dans lequel jouait son mari de l'époque, Sean Penn. Son prochain long métrage, Dick Tracy, allait sortir pendant l'été. On y retrouvait son dernier amant en date, Warren Beatty. Il avait 53 ans, soit 22 de plus que Madonna. Beatty avait plus besoin d'elle que le contraire. En 1990, bien qu'il ait été une grande star du cinéma, ses chances de jouer dans un film à gros budget étaient quasi nulles, sans l'aide d'une star de la musique de l'envergure de Madonna. Et aucune star n'arrivait à la cheville de Madonna cette année-là. Sa participation à un projet représentait une économie de 10 millions de dollars sur le budget marketing. Madonna était la publicité. Ça n'était pas un produit dérivé de son activité, mais le produit en tant que tel. Sa réputation devait autant à sa capacité à faire vendre des kilomètres de papier qu'à la qualité de ses disques. Il était impossible de savoir si c'était accidentel ou délibéré, tout comme on ignorait s'il existait une séparation entre sa vie privée et sa vie publique. Toujours est-il qu'elle semblait adorer monopoliser l'attention sans se soucier de ce qu'on pensait d'elle. À Toronto, la police locale avait reçu des plaintes de spectateurs au sujet du jeu de scène de Madonna pendant Like a Virgin, lors du concert précédent. Elle interprétait cette chanson allongée langoureusement sur un lit, dans un bustier Jean-Paul Gaultier, en se caressant l'entrejambe sans équivoque. L'après-midi du 29 mai, un officier de la police, accompagné d'un procureur de la couronne, débarqua au Skydome. C'était un étalage lubrique et obscène auquel il fallait remédier, signala-t-il au promoteur. La menace était claire. Si cela se reproduisait, le concert serait interrompu. Des négociations furent entamées. Le promoteur et le manager de Madonna proposèrent d'avertir le public au début du concert en annonçant qu'il comportait des passages explicites réservés à un public averti. Madonna refusa en bloc. Devant les caméras qui la suivaient à la trace pour le documentaire de la tournée, elle déclara fièrement qu'elle était une artiste et que personne ne pouvait censurer son concert. D'une certaine manière, le véritable show de Madonna réside dans la succession d'événements qui s'ensuivirent en coulisses, relatés dans le documentaire In Bed with Madonna. Madonna est une diva capricieuse, qui n'atteint son potentiel maximum que lorsqu'elle est piquée au vif. Elle partage ses sentiments avec tout son entourage. Ses danseurs sont surexcités, certains à l'idée de se faire chasser de la scène par la police montée. Tout le monde est relativement confiant qu'il n'arrivera rien de mal. L'acte de désobéissance civile de Madonna n'allait pas se solder par un assassinat. En 1990, elle effectuait sa tournée sous la protection d'un cordon infranchissable. Services de sécurité, managers, traiteurs, agents, limousines, monospace à vitres teintées et tout autre élément créant un environnement aussi sécurisé et exclusif qu'un cortège présidentiel. Madonna et ses danseurs se blottirent les uns contre les autres. Elle annonça qu'il se trouvait dans l'État fasciste de Toronto et qu'il rentrerait bientôt aux États-Unis
où l'on respectait la liberté d'expression. Sur le chemin de la scène, ils entonnèrent le vieux spiritual contestataire « We shall overcome ». Tout ce cirque était de la rigolade. Une fois devant le public, Madonna évoqua la présence de la police. « Est-ce qu'ils voulaient qu'elle joue la garce ?» demanda-t-elle au public. Bien sûr qu'ils le voulaient. Ils avaient payé pour ça. Elle chanta like a virgin. Elle se tortilla, se caressa. Le spectacle continua sans encombre. Personne vint l'interrompre. Les limites de l'outrage aux bonnes mœurs avaient été revues très à la hausse depuis le concert des Doors en Floride 20 ans plus tôt. Madonna n'avait pas pu jouer les Rosa Parks, mais avait obtenu une scène pour son film et poli son image. La prochaine fois, elle allait devoir s'attaquer à la religion pour espérer faire réagir un établissement qui semblait avoir baissé les armes. Le numéro de Madonna n'était plus l'alternative provocante au show mainstream. Il était devenu le nouveau mainstream. La tournée Blonde Ambitions figure les shows multimédia d'aujourd'hui. Elle représentait ce qu'une génération qui avait été biberonnée à MTV attendait désormais d'un concert live, à savoir de ressembler à un gigantesque et assourdissant show télé avec d'innombrables changements de costumes, des cascades et des effets spéciaux. Les interprètes s'équipaient de micros portatifs et d'oreillettes pour donner l'impression de chanter intégralement en live grâce à une sorte de miracle de la reproduction sonore. L'expérience reposait tellement sur les pistes rythmiques, les téléprompteurs et l'esbrouf technologique que chaque soir, le moindre imprévu, les moindres pas de danse ou paroles de travers étaient inconcevables. L'artiste n'était plus qu'un simple élément au sein d'une production plus vaste et non un individu autonome, libre d'improviser à tout moment. Le show de Madonna prenait la forme d'un spectacle de Broadway itinérant à une échelle démultipliée. La pop musique testait les limites de son gigantisme. Au cours de l'été 1990, même les Stone Roses, qui un an plus tôt étaient à peine capables de remplir une baignoire en dehors du nord-ouest de l'Angleterre, se produisirent à Spike Island, devant 30 000 jeunes adultes habillés comme eux et prenant les mêmes drogues. Pour les artistes de scène, le monde s'aplatissait. Certains avaient interprété la chute du mur de Berlin en 1989 comme un épisode dans la lutte de 40 ans entre le sérieux et le trivial. Ce qu'il y a de plus réjouissant dans notre victoire, écrivit P.J. O'Rourke dans Rolling Stone, c'est que nous l'avons remporté avec le Levis 501. 72 ans de propagande communiste ont été jetés aux oubliettes par un Walkman de 85 grammes. Un système totalitaire s'est effondré parce que personne n'avait envie de porter des chaussures bulgares. Alors qu'elles s'empressaient d'exporter leurs produits dans ce nouveau monde, les grandes marques de loisirs et de mode découvrirent que les stars de la musique étaient leurs meilleures ambassadrices. Paul McGuinness, manager de U2, reprocha aux grands noms des années 60 d'accepter l'argent de ses publicitaires. Paul McCartney, dont on prétendait qu'il avait touché 8 millions de dollars de la compagnie de cartes de crédit Visa pour qu'elle appose son logo à sa première grande tournée américaine, rétorqua que McGuinness ferait bien de grandir un peu. Mais l'ancienne génération avait ses propres soucis auxquels seuls les bénéfices engrangés par les tournées pouvaient remédier. Des artistes comme McCartney ou les Who commençaient à comprendre que le marché se fichait de leurs nouvelles chansons, mais acceptait volontiers d'écouter leurs bons vieux classiques. Sa dernière tournée américaine rapporta à Townshend un bénéfice net de 4 millions de livres, assurant son avenir et celui de sa famille.
mais il savait qu'il avait avant tout un devoir de loyauté envers les membres de son groupe. Le vrai motif de cette tournée était John Entwistle et ses arriérés d'impôts. Au bout de 30 ans de carrière, il survivait principalement grâce aux ventes de ses guitares basses. En cela, les groupes de rock des années 60 et 70 appartenaient toujours à une tradition datant des musiciens classiques qui, autrefois, se payaient une retraite en vendant leurs meilleurs violons à la fin de leur carrière. Le show de Madonna rendait tout cela assez désuet. Le noyau dur de ses spectacles était formé par sa troupe de danseurs. Elle menait le mouvement et il lui emboîtait le pas, chacun répétant ses gestes avant de répliquer avec leurs propres mouvements. Selon un procédé largement inspiré des plus clinquants des shows de variété, la star tournoyait et décollait du sol entre les mains de jeunes hommes athlétiques aux muscles luisants. Déguisé en pompier ou en fermier, il se frottait à elle et la caressait avec dévotion, comme lors d'une cérémonie d'adoration conçue pour doper le narcissisme outrancier de la star, tout en faisant du public de simples voyeurs devant une orgie d'autosatisfaction. Madonna s'était installée à New York pour percer comme danseuse quand elle n'avait que 18 ans. La musique était arrivée plus tard. Les premiers articles à son sujet insistaient sur la dimension secondaire de sa musique. Madonna était avant tout une danseuse. Si elle faisait des disques, c'était uniquement pour avoir un fond sonore pour ses chorégraphies. Bon nombre de jeunes femmes qui lui ont succédé étaient faites de la même étoffe. La plupart des superstars de la musique actuelle sont des femmes. Madonna leur montra à toutes qu'elle pouvait réussir. Elle défricha un nouveau monde dans lequel ses héritières purent se développer. Alors que le paysage radiophonique se fragmentait, que le rock se retrouvait sur une voie de garage, que la country était délaissée et que l'indie s'était construit son propre terrain de jeu où Bercy ses illusions, l'ensemble du mainstream se transformait en un gigantesque dance floor. En 1990, Demi Moore et Patrick Swayze faisaient de la poterie à moitié nus dans Ghost. Julia Roberts présentait la prostitution sous un jour sympathique dans Pretty Woman. Victoria Abril embrassait les blessures d'Antonio Banderas dans Attache-moi. Et Sheryl Fenn décrochait un job dans un bordel en nouant une queue de cerise avec la langue dans Twin Peaks. L'intrigue du premier épisode de Seinfeld, la nouvelle sitcom de NBC, se penchait sur la fille qui vient loger dans l'appartement de Jerry. S'agissait-il juste d'une amie ou voulait-elle coucher avec lui ? La frontière entre les produits destinés aux adultes et le mainstream semblait avoir disparu. Les sujets qui auparavant ne sortaient pas de la chambre à coucher se retrouvaient désormais dans tous les salons. MTV n'y était pas pour rien. Et si, par le passé, les femmes constituaient l'écrasante majorité des objets sexuels dans les vidéoclips, telle la jeune fille de Cherry Pie aspergée à la lance à incendie par les membres de Warrants, on voyait à présent des hommes au corps sculptés déambulant dans les couloirs des hôtels de luxe, obéissant au doigt et à l'œil de Janet Jackson, Whitney Houston ou En Vogue. L'année 1990 fut aussi celle de l'un des hymnes les plus explicites à la masturbation. I Touch Myself des Divinyls. Bien décidée à garder la tête dans cette nouvelle course aux armements érotiques, Madonna sortit Justify My Love, le clip le plus controversé de l'année, dans lequel elle adoptait le look et la gestuelle d'une créature tout droit sortie du courrier des lecteurs de Penthouse. Madonna était avant tout fascinée par sa propre renommée. On parle de la célébrité qui nous change, mais on ne dit jamais combien elle change les gens proches de nous, dit-elle à un certain moment dans In Bed with Madonna. Un par un,
Ses proches défilent devant la caméra. Tour à tour stupéfaits et admiratifs, ils constatent ce que leur fille, leur sœur ou leur petite amie a accompli par la seule force de sa volonté et de sa personnalité. Son père, visiblement peu enthousiaste de voir sa fille se caresser devant quelques milliers d'autres citoyens de Détroit, juge qu'elle aurait pu se passer de 2 ou 3 chansons. Une vieille amie venue lui demander d'être la marraine de son fils se fait rembarrer. Madonna amène l'équipe de tournage sur la tombe de sa mère. Un membre de son entourage relate une agression sexuelle dont il a été la victime. Vers la fin du film, quelqu'un demande à Madonna qui est l'amour de sa vie. Sa réponse est Sean, dont elle vient de divorcer. La participation de tous ses proches à cette mise en scène de sa propre vie ne semble pas la déranger le moins du monde. Warren Beatty se révèle le plus malin du lot. Il a déjà reçu toute l'attention qu'il pouvait souhaiter, si bien qu'il réussit à se tenir éloigné du regard indiscret de la caméra. Tous les autres participants du film sont désespérément attirés vers elle. Warren Beatty, qui tente d'éviter la caméra quand Madonna l'amène de force avec l'équipe de tournage à sa consultation chez un laryngologiste à New York, lui demande où va s'arrêter ce besoin irrésistible de tout montrer. Warren, né avant la Seconde Guerre mondiale, tente de mettre la caméra de son côté. Elle ne veut pas vivre hors caméra, encore moins parler. Il n'y a rien à dire sans caméra. Pourquoi parler s'il n'y a pas de caméra ? Quel est l'intérêt d'exister ? Il était trop tard pour remporter le débat. Après Madonna, les stars ont perdu tous leurs secrets. Sans compter que la technologie qui nous permettrait bientôt à tous de devenir la vedette de notre propre vie était déjà sur le point de se matérialiser.